est venue l'idée de faire un projet ensemble. Nous, le Centre culturel canadien à Paris et la Fondation Grand-Am pour l'art et l'environnement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut avoir du sens dans les deux lieux? La question du contraste m'est apparue centrale. Pourquoi? D'abord parce que ces lieux sont eux-mêmes opposés, je dirais. On est au milieu de la nature ici, tout est très apaisant, on n'est pas dans le bruit et la fureur du monde. Au Centre culturel canadien, on est dans une grande ville, Paris. On est aussi au sein d'une ambassade qui est un lieu hautement politique, mais à mission diplomatique. On est un centre culturel étranger au milieu de 35 autres, donc on doit prendre notre place, faire notre place. L'importance du Centre culturel canadien à Paris et donc en France, et je dirais même donc en Europe, ne va pas de soi et doit être réaffirmée sans cesse dans le contexte contemporain. Et donc ce contraste, j'ai voulu le mettre en relation avec les questions environnementales. Ça voulait dire donc non pas se concentrer sur un seul thème et l'approfondir. Pour moi, ça n'aurait pas eu de sens ou d'intérêt dans ce rapport, dans ce jeu entre les deux institutions, mais s'intéresser à des grandes questions environnementales à travers aussi un autre prisme, celui de la planète, de l'échelle globale, des relations internationales, puisque c'est le contexte dans lequel on travaille tous les jours à Paris, au Centre culturel canadien. Les quais de bord de Garonne à Bordeaux notamment sont hyper urbanisés. Du coup, les contextes dans lesquels j'ai pu projeter mentalement ces œuvres ne sont pas du tout un contexte comme ça de végétation luxuriante. Et elles ont été installées là, pas très loin de la Garonne, dans un jardin, au jardin botanique, mais elles sont sur un lit de pierre, en plein milieu d'un très grand jardin où il y a énormément d'espace. Et là, c'est complètement déboussolant de les voir comme ça. Et je trouve qu'elles s'intègrent très bien au paysage. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment émouvant de les voir là. Les 4 artistes que je mets ensemble et qui sont réunis pour la première fois, en fait, je leur ai demandé de jouer avec moi, avec ces grandes questions, mais aussi avec l'espace. Pour réaliser cette image, j'ai dû faire 3 prises de vue différentes parce que c'était tellement immense que l'appareil n'arrivait pas à capter tout en une seule prise de vue, même avec un angle large. Donc, j'ai simplement fait 3 photos et j'ai assemblé l'image ensuite dans Photoshop. Ça donne l'idée de la démesure et de l'échelle aussi. On voit en bas de l'image le paysage qui semble tout petit par rapport à ce nuage qui est en lui-même un système météorologique. Il y a souvent des tempêtes à l'intérieur de ces nuages-là, tellement ils sont gros qu'ils modifient le climat. Il y a des éclairs aussi de chaleur qui s'y produisent. On l'appelle cumulonimbus flammagitus. Donc, ça a un nom de nuage aussi, on a donné. Mais c'est des nuages qui sont créés par des incendies. On est ici dans le volet 2 de ce projet, Contraste et indifférence, le volet 1 ayant eu lieu à la Fondation Grand-Am pour l'art et l'environnement. Une même œuvre présentée à Grand-Am est présentée ici sous drapeau canadien à Paris, transporte des effets de sens différents. Quand je rentre à l'atelier, je peux retrouver dans une session performative finalement une relation au paysage qui est à nouveau un peu réparatrice pour moi parce que je crée du paysage en miniature avec mon corps dans une échelle de 3 mètres carrés du sol de l'atelier et en même temps j'arrive à retrouver ces échelles de l'immense, du petit, mais dans une forme aussi presque d'harmonie, presque de relation beaucoup plus simple au corps. En même temps, on a des architectures presque futuristes. Ensuite, on va passer vers
des choses très archéologiques. On pourrait presque être devant une architecture inca ou précolombienne, ou alors au contraire, oui, les fondations d'un chantier comme ce que j'ai filmé à Dubaï. On peut d'ailleurs envisager cette pièce comme une fausse archive scientifique. On pourrait faire le lien avec les tonneaux intitulés Planète, dans la mesure où, là encore, c'est l'échelle de mon corps qui a décidé de l'échelle des peintures. Et finalement, ce mètre 20 est le diamètre possible pour moi, avec mon propre corps, pour manipuler la matière. Et ces pièces ont été produites en fait par différentes couches minérables de potassium de fer, ce fer étant finalement présent sur notre planète par l'explosion des supernovas. Le fer contenu dans notre noyau terrestre provient en fait des étoiles qui sont mortes. Et cette question de la finitude, que ce soit celle de notre environnement ou que ce soit celle finalement des paysages archéologiques, des ruines de nos architectures, cette question de la finitude, pour moi, c'est une question éminemment politique. Et moi, ça m'est apparu important aujourd'hui dans ce moment, je dirais, d'entrechoquement entre finalement l'histoire humaine et l'histoire géologique, ce qu'on appelle l'anthropocène, de retourner à l'inverse vers une question qui est plus celle de la biosphère et vers une image qui serait plus idéalisée. La première œuvre qui introduit cette exposition a été prise à Strasbourg, dans le quartier de l'Europe. C'est une série qui s'appelle Corps étranger, une série d'Isabelle Ayer. Et là, on a vraiment un face-à-face extrêmement net et évident. Et j'ai voulu qu'il soit vraiment le point d'entrée de l'exposition. C'est-à-dire que là, on a vraiment un bâtiment officiel versus une maisonnette ancienne. Et donc là, c'est un peu comme le monstre et le cavalier. On a donc ce face-à-face très, très, très panoramique, donc d'un point de vue anormal, qui nous fait entrer dans l'exposition. Donc, dans cette photo, on est à Strasbourg, dans le quartier de la Robertsau. Et c'est un endroit très particulier où, de loin, j'étais sur une rue, je marchais, je faisais du repérage dans le quartier. J'ai vu ce qui me semblait être une confrontation, carrément. Une sorte de rencontre de réalités opposées, très, très différentes, qui se faisaient face. Donc, je me suis rapprochée pour faire un cadrage où on sentait bien ces deux réalités qui se rencontraient, qui s'opposaient, en fait. On a d'un côté un édifice qui appartient aux institutions européennes. Donc, on est dans le protocolaire, on est dans des bâtiments officiels qui sont d'une architecture, on peut dire postmoderne, en tout cas très récente, froide. De l'autre côté, on a une maison de ferme qui évoque paysage pastoral, l'histoire, la paysannerie, une habitation longue avec le territoire. Donc, ce sont des temporalités, des architectures, des paysages qui se rencontrent, qui s'opposent. Souvent, dans mes images, l'humain est hors champ. On ne voit pas de représentation humaine, mais pourtant, on est là. On est très, très présent dans ces paysages-là. Dans le cas de cette image avec les tentes et le Parlement européen, on est là à travers l'architecture, à travers les tentes. Ce que ça nous force à faire, c'est de réfléchir à ce rapport d'opposition-là et de réfléchir à comment ça s'exprime dans l'architecture, dans le paysage. Quand il y a des représentations humaines, quand il y a la figure humaine,
tout de suite, ça installe une narrativité et on est porté à penser qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font. Et le focus est sur l'histoire qui est racontée, beaucoup plus sur les lieux, qu'est-ce que les lieux nous disent, qu'est-ce qu'ils nous enseignent, qu'est-ce qu'ils sont exactement. I took a glass course in Berlin because I knew that I wanted a new materiality for I thought also the paper and the pencil drawing and these shapes go really well together. It was such a fun experience because my drawings take like 3 to 6 months of research and then 6 months of execution, whereas these are, you're working in a team, they're fast. There's a choreography. I built the wire cases and then they made the bubble and then they blew the bubble in, and then with fire and with cold air we could control how fast it moves, but it's maybe done in 40 minutes. He looks like he's wearing a beekeeper outfit. He catches the object, he puts it in the kiln, and you get to see it for the first time the next morning. And so for me, the joy of working in a team, a different kind of materiality, like it was really an opening for me in my practice as well. For me, I could see a torso, right? This one's called Louise, or this one is called Birth because I do see a pregnant form. So and I agree, it could also be an internal body part. So for me, they flip also inside and out between being a body in themselves or being an internal wounded part of the body. The glass objects relate also, of course, to the Vancouver drawing. And the glass objects are the personal embodiment of trauma, pain, but also resilience and beauty. And then the Vancouver drawing attempts to sort of follow those different routes of how this situation became to be what it is. And the Vancouver work is a way of trying to understand what's happening here. It's the Hastings Main Street of Vancouver's old heart of the city, its downtown core. And that site used to be this really incredible working class community with strong links to the Carnegie Center. This area is super interesting also because it's the core of the old downtown of Vancouver. And so what's super interesting is if you walk it's actually walking from water to water along Carroll Street. As you move down the street, you move through Vancouver's history decade by decade. So you start with the very first trains that were built and arrived in Vancouver. Then you start to go into the hotels, which are famous for Vancouver's jazz scene. And as you keep going down and down, eventually you hit Expo 86 and the Van Dusen sales of the Expo lands. And so it's really a charting of Vancouver history. Il y a beaucoup de thèmes sous-jacents à ce thème principal de contraste et indifférence. Il y a la question des flux, des mouvements, des choses qui circulent, que ce soit des ressources qui circulent ou des personnes qui circulent. Mais il y a aussi la question de l'empreinte, effectivement. L'empreinte, évidemment, de l'homme sur la planète, mais aussi ce qui sourd du sous-sol et qui s'est accumulé là. Des dépôts, par exemple, qui vont ressurgir et qui vont nous donner, par exemple, une image magnifique. C'est toujours la beauté paradoxale de photos comme celle de Capucine Weber et d'Isabelle Ayer, c'est-à-dire une beauté paradoxale, dérangeante, dont on ne sait de quoi elle est faite exactement. Donc ce rapport entre, je disais tout à l'heure, géographie et géologie se manifeste aussi de cette manière, dans
le rapport entre la circulation, non seulement horizontale, mais la circulation verticale entre le dessous et ce qui sourd vers le dessus. Lame de fond est un projet que j'avais entamé en 2019 quand j'étais sur l'île d'Ouessant, qui s'intéresse à l'intensité du fret maritime sur les océans. Et du coup, là, j'étais vraiment allée dans une dimension d'aller chercher au-dessus de l'océan, alors que Dunking Island est un projet qui s'inscrit 3 ans après, suite aux premières recherches que j'avais faites sur l'île d'Ouessant et à cette dimension très politique de l'espace océanique. Mais par contre, d'arriver sur l'île de Gorée à Dakar m'a fait prendre conscience de la dimension, alors d'autant plus politique, qu'elle est venue accrocher tout un pan de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage sur ce territoire sénégalais que je n'avais pas du tout dans mes recherches liées à Lame de fond. Donc vraiment cette création vidéo de Dunking Island, qui en plus est un point de vue des fonds marins, puisque l'idée a été de s'intéresser à la montée des eaux en mettant la caméra dans l'eau et en suivant, et que métaphoriquement la caméra suive l'immersion que l'île de Gorée allait subir un jour. On commence en surface et progressivement les caméras, c'est ce qu'on est en train de voir derrière nous, sont en train d'arriver jusqu'au fond marin. Maam géej sàmm nga ñu màgg nañu mu lay ñaanal bés nga nekk ci gox boo xam ne jàmm rekk moo la fay fekk